Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, je voudrais reprendre la grande question qui m'a souvent été posée. Le Covid-19 est-il issu d'un programme de recherche en armes biologiques, en armes virales, et où donc s'est-il échappé d'un laboratoire? Alors je dis et où parce que les deux événements ne sont pas tout à fait les mêmes. Évidemment, si jamais le coronavirus avait été une arme, bien entendu, c'est qu'il se serait échappé d'un laboratoire, ou bien qu'il aurait été diffusé de façon malveillante. Qu'il se soit échappé d'un laboratoire tout court sans être une arme est une autre possibilité. Alors étudions les deux. Quand on m'a notamment soumis que Monsieur Lévy, donc le mari d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé française, avait breveté une séquence en particulier dans le cadre de ses travaux avec le laboratoire P4 de Wuhan, qui a effectivement été livré par la France mais qui appartient à la Chine, et bien là, immédiatement, j'ai répondu à toutes les personnes qui me posaient la question en direct, sans en faire une vidéo, qu'une arme bactériologique, enfin virale en l'occurrence, une arme biologique, ça ne se brevette pas. Ça ne se brevette absolument pas, puisque en situation de guerre, la propriété intellectuelle, on s'en contrefout. Il n'y a pas un tribunal qui va vous faire un procès si vous copiez le brevet de votre ennemi. Par contre, si vous le copiez, eh bien, vous allez disposer de la même arme que lui, ce qui n'est pas très avisé. Donc les armes ne se brevettent pas, enfin les armes secrètes bien entendu, hein, les armes qu'on peut vendre, les armes qui sont utilisables dans des situations de conflit de basse intensité, etc. Oui, ce brevet dispose de brevet, mais une arme virale ne se brevette pas. Et encore moins ne poste-t-on la séquence du virus dans le domaine public. Enfin, certes, c'est un brevet, mais que n'importe qui peut la copier, quoi. Encore moins ne fait-on ça. Ce n'est pas possible. De plus, alors, je l'avais dit dans une autre vidéo, il y a eu des programmes de recherche pour des virus de guerre qui puissent cibler des ethnies précises, et ces programmes de recherche n'ont jamais abouti, puisque la diversité génétique humaine est beaucoup trop grande, et que quiconque s'amuserait à libérer dans l'atmosphère un virus de guerre qui serait fait pour infecter tel ou tel groupe ethnique, eh bien se retrouvera avec la très mauvaise surprise totalement imprévisible dans ses conséquences d'un virus qui infecterait nécessairement d'autres personnes. Parce qu'en plus un virus ça mute extrêmement vite. Les systèmes de reproduction des virus créent une gigantesque diversité de virions, et en conséquence la probabilité que le virus reste sur le ciblage qui lui a été prescrit est beaucoup trop faible pour qu'elle puisse être utilisée comme arme de guerre. Maintenant, est-ce que le Covid-19 sort d'un laboratoire? Cette question se pose réellement. Cette question se pose réellement. Je n'ai évidemment pas la réponse à cette question, mais elle se pose réellement. D'abord, Emmanuel Macron l'a évoqué lui-même dans le Financial Times, si je ne me trompe pas. Il a dit qu'il y a des choses pas claires. Bon, bah, il est certain qu'à partir du moment où le foyer de l'épidémie est Wuhan, et que c'est à Wuhan qu'on a installé un laboratoire P4 qui était spécialisé sur les coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, il est tout de même certain que si vous êtes président de la République, vous allez demander, et c'est absolument ce qu'a fait Macron, un rapport à vos services de renseignement pour savoir ce qu'il en est. C'est la première chose à faire. D'autant plus que c'est évidemment ce qu'ont fait les États-Unis. Les États-Unis ont immédiatement demandé, enfin le Trump a demandé à l'armée américaine, à la défense, au Pentagone, de lui dire ce qu'il en pensait. Et pour l'instant, de façon publique, le général, je crois qu'il s'appelait Milley, a dit que c'est improbable. Et c'est plus improbable que probable. Donc c'est vraiment plutôt très improbable. Là, on parle de, je sais pas, il n'a pas donné de chiffre, mais on dirait 80% de chances que ce virus ne soit pas issu d'un laboratoire. Même si c'est difficile à trancher, d'abord parce que le génome d'un virus reste assez petit et des modifications peuvent avoir été faites qui soient relativement bénignes après tout, ou bien donc des modifications en vue d'en faire un vaccin. Alors ça, on va y revenir. En fait, il faut aussi prendre toutes les informations propres à accabler la Chine en la matière, sans exonérer la Chine de la possibilité, encore une fois, que ce virus sorte d'un de ses laboratoires, parce que cette possibilité est sérieuse. Mais il faut aussi garder à l'esprit que dans le cadre des guerres diplomatiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis, si ce virus s'avérait sortir d'un laboratoire chinois, ou si les Américains produisaient une preuve selon laquelle il en sort, eh bien ils auraient un intérêt à le faire. Les Américains auraient un intérêt réel
a apporté une preuve que ce virus a été modifié génétiquement, donc c'est un virus OGM. Alors on ne peut pas vraiment dire organisme, puisqu'un virus n'est pas un organisme, on pourrait dire un VGM, virus génétiquement modifié. Et ça aurait des conséquences intéressante pour les États-Unis d'Amérique en matière diplomatique. Donc il ne faut pas non plus écarter cette possibilité que l'intox soit dans l'intérêt des États-Unis. Mais j'insiste, quiconque vous dit qu'il n'y a pas la moindre chance que ce virus sorte d'un laboratoire vous ment. Alors il peut utiliser tous les mots qu'il veut, complotiste ou autre, tant qu'il n'a pas de preuve que votre assertion est complotiste, ça ne le mènera nulle part. Quiconque vous dit qu'il est rigoureusement impossible que ce virus sorte d'un labo vous ment. Parce qu'on ne le sait absolument pas. Ça, c'est la réalité. Et comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, j'aime beaucoup ces questions dont la réponse est oui et non. Dont la réponse n'est pas certainement oui, pas certainement non. Et probablement est pour l'instant indécidable dans l'état actuel de nos connaissances. Eh bien, est-ce que le virus sort d'un laboratoire ? Ça, il est clair que la réponse est oui et non. On ne le sait pas. Maintenant, donc est-ce que le coronavirus est une arme de guerre ? Ça sera une arme de guerre absolument désastreuse, si elle l'était. Et le brevet Lévy ne peut absolument pas le démontrer, puisque en aucun cas, j'insiste, une arme virale, vous ne publiez son génome. En aucun cas, d'aucune manière. Et rien que ça, donc cet aspect-là ne peut absolument pas être retenu. Maintenant, intéressons-nous aux affirmations du professeur Montagnier, selon de son équipe, puisqu'il a des collaborateurs, dont un mathématicien, qui affirme que le coronavirus contiendrait des séquences génétiques, donc ce qu'on appelle notamment après des ORF, Opening Reading Frame, donc des séquences codantes pour simplifier, que l'on retrouverait chez le VIH. Alors, sur le plan purement théorique, c'est assez facile de faire un virus transgénique. Aujourd'hui, avec la biologie synthétique, il est assez facile de produire un génome. En plus, un génome de virus, c'est petit. Il est assez facile de créer des virus hybrides. Non seulement c'est facile, mais c'est pour le coup une technologie de recherche pour des armes virales. Ça, c'est exact. Les virus, en général, nous offrent naturellement un certain compromis. Ceux qui tuent vite sont en général peu contagieux. Ceux qui tuent à coup sûr mais lentement sont aussi en général peu contagieux. Je pense au sida. Un virus qui soit très bon partout, c'est-à-dire il tue vite, il est très contagieux. Il y a d'autres facteurs dont le souvenir m'échappe pour l'instant, mais disons rien que ces deux facteurs-là. Un virus qui est bon dans tous les facteurs, nous n'en connaissons pas. Alors, à part peut-être la variole. La variole, ça pourrait être un virus qui... et encore, je crois que la variole n'est pas bon dans l'autre facteur, du coup, qui est le taux de mortalité, réellement. Enfin, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Mais donc, d'une façon générale, un virus totalement bon dans tous les domaines, qui a un très fort taux de mortalité, qui tue très vite et qui est très contagieux, nous n'en avons pas. Alors, créer des virus hybrides, selon un principe connu en biologie qui s'appelle l'hétérosis. Hétérosis, ça signifie vigueur hybride. Quand vous croisez certaines sous-espèces, vous obtenez un descendant qui peut être plus vigoureux que ses parents pris séparément. Par exemple, il y a le ligueur. Le ligueur, donc, qui est le descendant d'un lion et d'une tigresse, eh bien, le ligueur est beaucoup plus massif que le lion où la tigresse s'est séparée. Également, on a simplement l'anglo-arabe. Un cheval de course anglo-arabe a des performances supérieures au pur sang arabe et au pur sang anglais pris séparément. Donc, pareil en agronomie, on a plein de cultivars qui sont issus de vigueur hybride. Eh bien, l'hétérosis est aussi connu chez certains virus, soit des hétérosis synthétiques, on a fait des virus dont on a amélioré la membrane pour les rendre plus efficaces, ou au contraire, pour faire que ces virus soient utilisés en thérapie génique. Ce sont des sujets fascinants. On pourrait utiliser des virus pour injecter une séquence manquante, une séquence ADN manquante à certaines cellules pour guérir certaines maladies génétiques rares. C'est très prometteur, l'utilisation de virus synthétiques comme vecteur de la thérapie génique pour guérir des maladies génétiques rares. Donc, ce sont des programmes de recherche, ça c'est certain. Et que des gens aient fait des virus hybrides, c'est tout aussi certain. Il y a des programmes de recherche dans le monde aujourd'hui qui sont bien entendu secrets, et même l'équivalent donc de très secret défense en France, pour faire donc des virus qui soient dotés d'une vigueur hybride et dont des séquences aient été mélangées avec d'autres
pour augmenter leur taux de mortalité, leur caractère infectieux, etc. Est-ce le cas pour le Covid-19? Alors d'abord, je voudrais revenir sur la personnalité du professeur Montagnier. En particulier parce qu'il a été cité par beaucoup de gens, et il a été cité par quelqu'un que je respecte considérablement et dont je considère qu'il est un des très grands sages de notre époque. J'ai nommé Edgar Morin, et Edgar Morin a cette caractéristique qu'on appelle l'effet Lindy, L-I-N-D-Y, Lindy, qui signifie qu'en gros, quand vous avez survécu à plein de crises, quand vous avez vécu plein de crises, vous avez en général 2 ou 3 conseils à donner à l'humanité. Pour simplifier, c'est ça l'effet Lindy. Et Edgar Morin a cité Montagnier. Il a cité que la perspective que ce virus sorte d'un laboratoire était possible. Eh bien, en prenant immédiatement sa défense, effectivement, parce que je savais que tous les esprits pavloviens, vous savez, on dit qu'ils résonnent comme des tambours, c'est-à-dire les gens dont la mentalité est mécanique et qui réagissent à des chiffons rouges sans essayer de faire preuve d'un esprit critique acéré et rigoureux. Eh bien, rigoureusement, la seule chose que l'on pouvait absolument dire, c'était que cette possibilité était étudiée par le Pentagone. Et encore une fois, le général Millet l'a confirmé. Maintenant, sur le professeur Montagnier, on va être très clair, il a dit des conneries. Il a dit des conneries par ailleurs, oui, mais c'est quelqu'un qui a co-découvert le virus de l'immunodéficience humaine, surtout à une époque où tout un tas de ses pairs considéraient que ce virus ne pouvait pas être le vecteur du syndrome de l'immunodéficience acquise, le SIDA. Et ça nous amène à une considération théorique très intéressante en matière universitaire. C'est le paradoxe que j'appelle le paradoxe de la boue et de l'or. Si vous êtes chercheur d'or et qu'on vous dit il y a une rivière avec énormément de boue et énormément d'or. Et si on vous dit par ailleurs il y a une autre rivière avec peu de boue et peu d'or, laquelle allez-vous choisir? Eh bien moi, personnellement, je vais choisir la rivière avec beaucoup de boue et beaucoup d'or, parce que je sais que la boue, je peux la rincer avec mon tamis, et que dans cette rivière, il y a plus d'or, je vais donc, à la fin de la journée, avoir plus d'or dans mon escarcelle. Maintenant, remplacer boue par ce qu'on appelle en français de la foutaise, ou de la bullshit, et remplacer or par connaissance réelle, par connaissance qui vaut beaucoup d'argent, qui sauve des vies. La connaissance est plus précieuse que l'or. Eh bien, on vous dit, il y a un gisement où il y a beaucoup de foutaise et beaucoup d'or, et beaucoup de connaissances. Et il y a un autre gisement où il y a peu de foutaise, voire pas du tout, et peu de connaissances. Et bien moi j'irai droit vers le gisement où il y a beaucoup de connaissances et beaucoup de foutaise. Et c'est ce que l'histoire a fait systématiquement. Prenez Isaac Newton. Eh bien aujourd'hui, tous nos zététiciens de comptoir auraient harcelé Isaac Newton pour tout un tas de déclarations qu'il a faites de son vivant. Il se déclarait alchimiste, il pratiquait tout un tas de choses qui sont considérées aujourd'hui par tous nos charlatans Z comme des pseudosciences. Mais par ailleurs, Newton a posé les résultats qu'il a posés, et personne d'autre que lui n'aurait pu, sauf peut-être pour le calcul infinitésimal avec Leibniz. Et en réalité, si vous prenez tous les très grands scientifiques dans l'histoire du monde, depuis que la science existe, bien avant qu'elle soit codifiée, la science existe depuis l'Antiquité avec l'essai-erreur, elle existe même depuis qu'on a inventé le feu, puisqu'après tout c'est une science. L'essai-erreur qui conduit à quelque chose de reproductible est la base fondamentale de la science, et si on prend cette base comme la définition fondamentale de la science, eh bien la science existe même avant Homo sapiens sapiens. Eh bien, depuis que la science existe, tous les plus grands producteurs de savoir ont dit des conneries. Tous, à commencer par Einstein avec sa constante cosmologique où il était contre la possibilité que l'univers soit en expansion, Tesla qui a dit beaucoup de choses ou farfelues ou infondées, ou peut-être même pur coup de génie qui seront prouvés plus tard, que sait-on. Mais en tout cas, Tesla, s'il était passé au crible de nos zététiciens au pastis actuels, eh bien, serait défini clairement comme un charlatan. Car on peut trouver dans sa production des affirmations qui sont complètement gratuites et qui sont ce que l'on pourrait considérer aujourd'hui comme de la foutaise. Pareil pour Gödel, qui au passage d'ailleurs a détruit les zététiciens bien avant qu'ils deviennent à la mode. Gödel a aussi eu des comportements irrationnels et a eu des affirmations qui n'étaient pas scientifiques. Donc, je préfère toujours, et l'histoire préfère toujours, les gisements qui produisent beaucoup de boue et beaucoup d'or que les gisements qui, en espérant produire le moins de boue possible, mathématiquement, inévitablement, logiquement, se mettent à produire
peu d'or aussi. C'est comme ça. Il y a une nature dans le génie humain qui vaudrait la peine d'être étudiée, qui fait que les gens, les grands esprits ont ce qu'on a appelé pour Michel-Ange la terribilità. Terribilità, le caractère d'être terrifiant en quelque sorte, ou on pourrait dire aujourd'hui d'être un sale con. Je pense à plein de scientifiques ou même de chefs d'entreprise comme Elon Musk ou comme Steve Jobs, qui se sont avérés être des génies mais qui étaient insupportables et dont la fréquentation était pénible pour leurs collègues, pour leurs employés, pour leurs pairs, mais qui à côté étaient des génies et avaient une productivité extraordinaire, très au-dessus de toute autre personne beaucoup plus sympathique. Et Michel-Ange, le mot terribilità a été inventé pour lui, il en est une très belle expression. Michel-Ange était totalement insupportable, mais c'était un génie. Alors, et puis pareil pour Léonard de Vinci au passage, qui était une illustration de la terribilità, eh bien oui, il y a de la bullshit dans Léonard de Vinci, bien sûr. Vous prenez le Codex Atlanticus, il est écrit dedans que si les chiens se reniflent derrière, c'est pour sentir la qualité de la nourriture dont ils ont été gratifiés, et du coup, les chiens se reniflent derrière pour connaître leur statut social. C'était une théorie, c'était une affirmation, d'ailleurs c'est même pas une théorie, une affirmation que Léonard de Vinci donne dans son Codex Atlanticus. Et c'est de la bullshit. Mais le Codex Atlanticus est une rivière bourrée d'or, avec pas mal de boue aussi, mais bourrée d'or. Donc, tous ces zététiciens de comptoir qui essaient de dissuader les chercheurs de ne surtout pas produire de boue, en sachant que la production de la foutaise et la production de la connaissance, rien ne démontre qu'elle soit antinomique, et au contraire, l'histoire démontre qu'elle va souvent de pair, puisque comme disait Linus Pauling, et Linus Pauling aussi d'ailleurs, a produit quelques affirmations qui étaient libres et qui n'étaient pas scientifiques, mais Linus Pauling a eu 2 prix Nobel, et en réalité, il aurait pu en avoir 4 ou 5, parce que Linus Pauling avait découvert l'hélice alpha, il a failli découvrir la structure de l'ADN, il pensait que c'était une triple hélice plutôt qu'une double hélice. Et on sait aujourd'hui que Watson et Crick n'ont pas découvert la structure de l'ADN, c'est Rosalind Franklin qui l'a découverte avant eux. Donc en tout cas, ne serait-ce que pour ses travaux sur la drépanocytose pour Linus Pauling, qui lui aurait valu un prix Nobel supplémentaire, l'hélice alpha, prix Nobel supplémentaire, et donc ses travaux sur l'ADN qui auraient pu le mettre nobelisable, il aurait pu avoir au moins 4 prix Nobel en sciences, et il a eu un prix Nobel de la paix. Eh bien Linus Pauling disait, et c'est ça mon point, la meilleure façon d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup. La meilleure façon d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a d'un côté des passeurs de science et de l'autre des casseurs de science, et que les zététiciens au pastis sont des casseurs de science, puisque dès lors qu'ils empêchent les gens, dès lors qu'ils empêchent les esprits d'avoir beaucoup d'idées, eh bien, mathématiquement, et l'histoire le montre avec Pauling et avec d'autres, ils empêchent tout simplement la science de se produire. Donc revenons à Montagnier. Oui, il a produit de la boue, aucun doute là-dessus. Mais en même temps, il a produit quelque chose que aucun des gens qui ont produit peu ou pas de boue dans leur vie n'aurait pu produire. Or justement, et c'est là que je voulais conclure, eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir tous un esprit critique, nous avons la chance d'avoir une capacité de vérifier les affirmations de n'importe qui, même un prix Nobel, et ça, c'est l'équivalent du tamis du chercheur d'or. Nous sommes orpailleurs de la connaissance. Nous avons des gens qui peuvent produire beaucoup de pépites et beaucoup de boue, mais la boue, on s'en fout complètement, puisque passée au tamis, rincée, elle va disparaître et les pépites vont rester. Ça, c'est le point que je voulais avoir sur le professeur Montagnier. Maintenant, est-ce que ce qu'il a dit sur le VIH et le coronavirus est vrai ? Dans l'état actuel de nos connaissances, non. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons pas trancher, nous n'avons pas de preuves irréfutables de ce que le coronavirus contient réellement des séquences génétiques du VIH. Cependant, les journaux qui vous ont dit que c'était aussi débile que de dire que si le mot chat se retrouve entre 2 livres, alors ces livres sont du même auteur, ces journaux-là se sont foutus de votre gueule, puisque effectivement les séquences dont on parle ont un taux d'information, c'est-à-dire en gros une longueur, un taux d'information. L'information se définit comme moins P log de P en théorie de l'information, où P est la probabilité que la séquence sorte au hasard. Donc chat, vous prenez la probabilité que le mot chat sorte au hasard si vous secouez les lettres de l'alphabet, et ça vous donne l'information du mot chat, moins P log de P. Bon, le moins P log de P, surtout si c'est de l'information relative, c'est-à-dire si vous le divisez par la longueur du génome du coronavirus, qui n'est pas du tout la longueur d'un livre, au passage, quand quelqu'un vous dit c'est le même niveau d'information que chat entre 2 livres, et les séquences qu'on a identifiées dans le Covid, dans le coronavirus du Covid-19 et le VIH, là ce type vous a quand même menti grave, parce que ce n'est clairement pas le niveau d'information. Est-ce que ce n'est pas le même niveau d'information? Est-ce que ce niveau d'information
démontre, c'est ça le point, que c'est le VIH, que c'est une expérimentation pour tenter, par exemple, ça peut être un mobile, tenter de faire un vaccin contre le VIH, la réponse aujourd'hui clairement est non. L'état actuel de cette séquence, sans d'autres preuves qui viendraient par ailleurs, de témoins, etc., il n'y a absolument pas moyen de déterminer cela. Et dans la mesure où cette accusation serait très très grave, eh bien vous avez deux écoles. Soit vous avez les gens qui se disent c'est très grave, donc je vais partir du principe que c'est vrai, soit vous avez ceux qui disent c'est très grave, donc je vais partir du principe que c'est faux parce que c'est une tentative d'incriminer par exemple la Chine et de lui faire porter le chapeau de cette crise. Donc cette information aujourd'hui est une interrogation totale. C'est-à-dire que les gens qui vous disent qu'elle est vraie s'avancent, et les gens qui vous disent qu'elle est fausse vous mentent. Parce que rien ne permet de démontrer qu'elle est fausse. Absolument rien. Donc les gens qui vous disent qu'elle est vraie s'avancent énormément, voire vous mentent. Les gens qui vous disent qu'elle est fausse vous mentent. Parce que pour l'instant, nous ne le savons pas. Et c'est une théorie qui mériterait d'être étudiée. Maintenant, est-ce que scientifiquement, il est possible d'aboutir dans son étude uniquement avec le génome du coronavirus? Je ne pense pas. Parce que la quantité d'informations qu'il y a dans ce génome par rapport donc, au génome du VIH n'est pas assez grande. Pour être totalement fixé, il faudrait avoir des témoins. Il faudrait avoir des interceptions, d'espionnage, des emails, des communications cryptées, etc. Il faudrait avoir d'autres éléments qui nous permettent d'affirmer qu'il y a eu cette tentative à Wuhan. Mais par ailleurs, il faut être clair, oui, ces tentatives existent. Bien sûr, faire des virus hybrides, ça existe. Et c'est fait dans des P4 partout dans le monde, où l'équivalent de P4, c'est une classification française, mais il y a des... voilà, enfin non, c'est plus une classification française, pardonnez-moi, mais il y a dans des laboratoires de niveau P4 dans le monde, clairement, des programmes de recherche en ce sens. D'une part. Et d'autre part, la sécurité d'un laboratoire P4 mais est loin d'être totale. Il faut arrêter de croire une seule seconde que pour un processus multiplicatif, on peut avoir une garantie absolue qu'il ne s'évadera pas. Je veux dire, un virus, c'est quand même extraordinairement petit, et que vous l'ayez, qu'il s'évade de sa prison, n'est pas quelque chose d'inenvisageable. En particulier dans la mesure où ce virus va être testé sur des organismes, il va être testé sur des animaux. D'autant plus qu'on a un fait divers, je crois que c'était à Lyon, d'un SDF qui est rentré dans le P4 de Lyon. Alors ça ne veut pas dire qu'il a eu accès aux souches, ça ne veut pas dire qu'il a pu se pointer et commencer à jongler avec des fioles de virus, mais on a un sans domicile fixe qui est rentré, tranquille, dans le P4 de Lyon, qui a passé la sécurité. Donc ce fait divers est extraordinaire, parce qu'il vous démontre bien que le risque zéro n'existe pas, et que oui, d'un côté, on fait de la recherche sur des virus extraordinairement dangereux, et que oui, on en fait pour concevoir des armes biologiques, et que cette recherche est très secret défense, et que de l'autre, eh bien, on est face à un virus aujourd'hui très anodin, très curieux, qui tue beaucoup plus que tous les autres coronavirus que l'on connaissait. Mais ça aussi, ça ne constitue pas une preuve. C'est-à-dire que la grippe de 1919, elle est sortie de nulle part aussi, elle a fait un nombre de morts incalculable, et pourtant, il n'y a absolument pas de possibilité qu'elle ait été issue d'un laboratoire, puisqu'à l'époque, on ne savait même pas ce que c'était que l'ADN, et on ne savait même pas comment fonctionnaient les virus. Donc, même ça, pour le coronavirus, ça ne prouve rien. Mais, effectivement, il y a réellement une question à se poser. Macron se l'est posée, les États-Unis se la sont posée, et quiconque vous interdit de vous poser cette question, vous ment, vous essaie de vous intimider intellectuellement. Quiconque vous interdit de vous poser cette question essaie de pratiquer le terrorisme intellectuel sur vous, parce que c'est ça la réalité, c'est ce qu'on appelle le terrorisme intellectuel, vous empêcher de penser. Et ça ne signifie donc absolument pas que Montagnier a raison. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui qu'il ait raison. La question qu'il a posée se pose cependant, et par contre donc
qu'un brevet ait été déposé avec la séquence ne prouve au contraire et prouve le contraire de ce que ce soit une arme. En tout cas, cette séquence qui était déposée ne pouvait pas être celle d'une arme, puisque, je ne le redirai pas assez, une arme virale, c'est très secret défense, on n'en donne absolument pas la recette sur un support qui est librement consultable. Voilà donc pour le point général sur l'importance de maintenir votre esprit critique, l'importance de résister pour vous à toutes les personnes qui essaient de vous interdire de penser, à toutes les personnes qui essaient de vous interdire de diffuser telle ou telle idée, qui pratiquent donc le terrorisme intellectuel sur vous. Hein. Donc les zététiciens au pastis sont les meilleurs spécialistes de cette tendance, mais l'histoire les récuse totalement, et Nassim Nicolas Taleb les récuse totalement dans ses analyses et les prises de décision qu'il préconise. Eh bien, rappelez-vous ce principe, ce paradoxe de la boue et de l'or. Si vous êtes orpailleur et qu'on vous dit il y a une rivière avec beaucoup de boue et beaucoup d'or, une rivière avec peu de boue et peu d'or, eh bien sûr, vous irez vers la rivière avec beaucoup de boue et beaucoup d'or. Je ne dis pas que le professeur Montagnier a encore de l'or à revendre, je suis pas censé me prononcer là-dessus, mais pour être honnête, je pense que non. Cependant, décourager les humains qui produisent beaucoup de boue et beaucoup d'or à produire leur or est quelque chose de criminel au regard du destin scientifique et intellectuel du monde. Autre point, je voulais revenir sur l'éloge du quick and dirty, puisque j'ai vu que ça énervait considérablement les premiers de la classe, et que si la crise n'était pas suffisante pour les énerver, eh bien je suis ravi de leur en remettre une couche. Car ces imbéciles, en essayant de tuer le quick and dirty, qui est la meilleure réponse en temps de guerre et en temps de crise, en temps où des milliers de morts sont faits par jour, plus de 8000 morts par jour à l'époque max du coronavirus, d'après les données que nous avons aujourd'hui, eh bien un cas est revenu les contredire en plein visage, sans mauvais jeu de mots, c'est le cas des masques. Les masques sont démontrés maintenant scientifiquement, pour les imbéciles qui avaient besoin d'une étude scientifique à comité de lecture pour être certain que le port des masques avait un intérêt dans une maladie respiratoire contagieuse. Eh bien sûr, des études scientifiques sont sorties, ça y est, pour confirmer que le port des masques en matière épidémiologique est intéressant, même si ce ne sont pas des masques FFP2, même si ce sont des masques improvisés, donc un bandana sur le visage. Alors pourquoi? Vous l'avez notamment dans le discours d'Angela Merkel. Et ça se comprend très très bien. Si vous avez demain la certitude que vous avez plein de terroristes qui vont tirer sur les gens dans la rue, il est évident que vous n'allez pas dire aux gens ne sortez pas avec quelques couches supplémentaires sur vos vêtements. Alors, quelques couches, ça ne veut pas dire un t-shirt en plus, ça veut dire avec des gilets pare-balles improvisés, une plaque de métal, un livre, ou même il y a une technique pour se faire un gilet pare-balles improvisé, c'est vous entourer de scotch. Alors je dis ça spécialement pour les survivalistes. Vous prenez un bouquin bien solide avec, vous savez, une bonne reliure épaisse là. Vous prenez ce bouquin, vous mettez des plaques de céramique autour du bouquin et vous entourez ça, plus, alors, si vous voulez vraiment être en overkill, une plaque de céramique à l'intérieur. Vous entourez ça avec du scotch gris là, et vous portez ça dans une veste et ça vous fait un gilet pare-balles tout à fait sympathique qui peut vous sauver la vie face à du calibre 12. Pas à bout portant non plus, rêvons pas, mais encore que, la question je le testerai pas moi-même, mais encore que, il est clair que, et c'est ça le sujet, je préférerais avoir ça face à un type qui a du calibre 12 que rien du tout. Et bien pour les masques c'est pareil, c'est-à-dire que un gilet pare-balles total, oui c'est mieux dans l'idéal, mais il n'y en a pas. Se faire des gilets pare-balles improvisés quand on sait que ça va canarder dans les rues, ce n'est pas une idée débile. Et a priori, vous demandez à tous les gens qui ont survécu au siège de Sarajevo s'ils ont attendu un comité de lecture et une commission Trasibule d'experts académiques 5 étoiles pour se faire des protections improvisées, bah vous verrez quelle sera leur réponse. Pourquoi maintenant les masques étaient intéressants même en se mettant un calbar sur la base du visage ou un bandana? Eh bien parce que ce que l'on appelle en statistique, enfin ce qu'on appelle en analyse mathématique, la convexité, mais qui est en particulier importante dans les statistiques des systèmes reproductifs, des systèmes exponentiels. Il faut comprendre que le taux de contagiosité du coronavirus, c'est comme un taux d'intérêt, sauf que c'est un taux d'intérêt qu'on va payer à peu près tous les 10 jours. C'est ça le problème. Le taux de contagiosité du coronavirus, d'après ce qu'on a comme information, est autour de 1.
Et Angela Merkel en a bien parlé, pour le coup. Ça me fait du mal de dire qu'Angela Merkel a bien parlé, mais pour le coup, elle en a très très bien parlé. Elle a dit, autour de 1,1 contaminés par personne, on va atteindre rapidement le taux de saturation de nos hôpitaux. Autour de 1,1, on va atteindre la saturation de nos hôpitaux. Donc, tout ce qui peut réduire un tout petit peu ce taux d'intérêt, vous verrez sa conséquence à la fin de l'année. Je m'explique. Si un banquier vous fait un prêt à un taux de 1,5% tous les 10 jours, eh bien à la fin de l'année, votre taux total sur votre prêt va être égal à 1,015 puissance 36,5. 365 jours dans une année. 1,015 puissance 36,5. Amusez-vous à faire ça chez vous et vous verrez qu'une toute petite modification du taux d'intérêt, si vous allez devoir le payer tous les 10 jours, eh bien elle en vaut carrément la peine. Si vous passez à 1,4, 1,3, 1,2, à la fin de l'année, votre écart d'intérêt ne sera plus du tout, votre écart d'intérêt sera tout à fait énorme, considérable. Et c'est exactement ça qu'on avait avec le coronavirus. C'est-à-dire que on a dissuadé les gens, on leur a dit tant que votre mesure ne fait pas passer la contagion à 0, elle ne sert à rien. C'est criminel. C'est criminel de dire ça. Tant que votre mesure ne fait pas passer la contagion à 0, genre tant que c'est pas un masque FFP2, de salle blanche, tout bien comme les manuels m'ont appris Madame la maîtresse, eh bien ça ne sert à rien. Et ça c'est faux. Et Taleb l'expliquait déjà très bien. Par la convexité, parce que c'est un processus multiplicatif, la contagion du Covid, et qu'on contamine quelqu'un à peu près tous les 10 jours, eh bien payer ce fucking taux d'intérêt de 1,1 tous les 10 jours encourage encore plus à réduire ce taux autant que possible. Et bien sûr, si vous avez un masque de fortune sur le visage, vos postillons, les autres vecteurs possibles de la contagion vont être arrêtés et peut-être que vous faites tomber, si tout le monde est masqué, peut-être que vous faites tomber la contagion à 0,5. Ça serait quelque chose de fantastique. Et c'est des vies sauvées. Ce sont des vies sauvées. Or, pour continuer sur le quick and dirty, dans les excellents pré-travaux, pré-expérimentation, ou comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ce qu'on appelle une quasi-expérimentation de l'équipe Raoult, eh bien, la certitude qu'on pouvait avoir, c'était que l'hydroxychloroquine couplée à l'azithromycine avait une probabilité très forte d'avoir l'effet d'être un masque moléculaire. Un masque moléculaire. C'est-à-dire de réduire la contagion, puisque la charge virale est réduite. Alors, on a des équivalents intellectuels de cette situation avec notamment la trithérapie aujourd'hui. On sait que quand des gens prennent une trithérapie, aujourd'hui pour le VIH, quand ils sont séropositifs au VIH, eh bien ils finissent même parfois par ne plus être contagieux. Alors, on n'a pas dit qu'on aurait atteint ce point avec la bithérapie de l'équipe Raoult, encore que je rappelle qu'elle n'a toujours pas été testée, je rappelle que personne n'en a fait les tests, que Discovery n'en a pas fait les tests, et je rappelle que s'il y a bien une certitude qu'on peut avoir maintenant que les premières études sortent, c'est que le remdesivir du laboratoire Gilead n'est absolument pas plus efficace que la chloroquine, et qu'en réalité il n'est pas efficace du tout. Par contre, au passage, ces effets secondaires sont bien plus graves. Et j'aimerais que tous les gens qui vous ont parlé avec excès des effets secondaires soudainement apocalyptiques de l'hydroxychloroquine vous parlent 2 secondes des effets secondaires qui, eux, ne sont pas ni soudainement, mais en tout cas sont apocalyptiques du remdesivir. Bon. L'idée que la bithérapie de l'équipe Raoult puisse être un masque moléculaire est quelque chose dont on avait suffisamment de preuves pour la tester très tôt. Et si on l'avait déployé, masque physique plus masque moléculaire, eh bien peut-être qu'on aurait fait tomber le taux de contagion à, je ne sais pas, 0,3, 0,4. Et que quand c'est un taux d'intérêt, donc pour tous les gens que ça perdrait cette idée de taux de contagion, pensez vraiment taux d'intérêt. Vous avez quelqu'un qui vous a prêté de l'argent et il vous met un taux d'intérêt de 1,1% tous les 10 jours. Et vu que la crise dure un peu plus de 10 jours, vous allez le payer plusieurs fois ce taux d'intérêt. Eh bien, tout ce qui est susceptible de réduire ce taux d'intérêt était bon à prendre. Et tous les crétins conformés qui n'ont pas été capables de voir qu'il fallait immédiatement déployer tout ce qui pouvait amortir ce taux d'intérêt auront des comptes à rendre face à tous les cercueils qui se sont entassés
et qui se sont entassés spécifiquement parce qu'ils forment ce surplus de morts que l'on aurait pu éviter en réduisant la contagiosité du virus avec les armes que l'on avait immédiatement à portée de main.